Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette e-rencontre mensuelle de l'habitat participatif. Brièvement, moi je suis Audrey Lemercier, responsable animation et information logement à la Maison de l'Habitant. La Maison de l'Habitant organise des rendez-vous réguliers, donc notamment sur la thématique de l'habitat participatif, à travers ces rencontres mensuelles de l'habitat participatif. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir chaque mois traiter d'une thématique en lien avec l'habitat participatif grâce à des témoignages de professionnels, d'habitants, de futurs habitants sur les projets d'habitat participatif de la métropole. Ces rencontres de l'habitat participatif, elles sont assez incontournables, on va dire, dans le processus d'acculturation que nécessitent ces sujets de l'habitat participatif. Et elles ont aussi pour objectif de vraiment contribuer à vous aider à vous poser les bonnes questions avant de vous engager sur un projet, avant même de réfléchir sur cette idée d'engagement dans l'habitat participatif. Ces rencontres sont donc mensuelles. Malheureusement, depuis le début de l'année, comme un peu toutes les structures, on est contraint d'annuler nos rendez-vous en présentiel. C'est pourquoi on a développé ce format de e-rencontre pour continuer de vous informer quand même grâce à l'outil numérique. Nous devions donc ce soir être au Carré des Services à Saint-Herblain. Saint-Herblain, donc territoire sur lequel se développe un nouveau projet depuis maintenant environ 1 an et qui est porté par la coopérative de l'accession abordable MFLA GHT. Ça va être le sujet de ce soir. Pour vous indiquer comment va se dérouler cette e-rencontre, on est ensemble à peu près pour 1 heure. Dans un premier temps, je vais quand même rapidement vous présenter la Maison de l'Habitant, parce que j'ai vu que sur vos formulaires d'inscription, pour la plupart d'entre vous, du moins une bonne moitié, vous n'aviez jamais participé à des rencontres de l'habitat participatif. Donc voilà, c'est l'idée de vous représenter un peu ce qu'est ce dispositif. Ensuite, on aura Marie Demanès, qui est chargée de mission Habitat participatif pour Nantes Métropole, qui nous donnera quelques éléments de contexte, quelques mots sur l'initiative métropolitaine. Et puis ensuite, on laissera la parole à Mickaël Ardouin, qui est directeur de la coopérative MFLA GHT, qui va revenir donc sur un peu le baba, qu'est-ce que l'habitat participatif, qui présentera bien évidemment la coopérative, les quelques projets qui sont en cours. Et puis ensuite, on fera un focus sur le projet qui est au cœur de cette rencontre de ce soir, qui est le Bosquet de Neruda de Saint-Herblain. Et on aura la chance d'avoir quelques futurs habitants, représentants des futurs habitants qui sont en ligne avec nous, donc notamment Daniel Porcheret, Jean-Yves Lecuy et Benoît Pleuzeau, j'espère que je prononce bien les noms, donc qui sont connectés et puis qui vous feront part de leur témoignage en tant que futurs habitants. Vous avez le temps de rester jusqu'au bout. On fera aussi un petit focus, petit point d'actualité sur les projets qui sont en cours. Et bien évidemment, si vous avez des questions, on sait que le format numérique n'est pas toujours le plus simple, mais l'objectif, c'est aussi d'y répondre. Donc, vous avez un petit outil discussion dans votre menu Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre au fur et à mesure. Et un petit élément d'information complémentaire, il y a ma collègue Élodie Varin qui est chargée d'information logement, avec laquelle vous avez peut-être été en contact sur les questions d'habitat participatif, est connectée, va suivre ce qui se passe sur le chat et pourra ponctuellement vous envoyer des liens vers différents sites internet, vers différentes ressources qui viendront en complément, en complément des propos qui pourront être apportés sur la conférence, sur la web conférence. Quelques mots donc sur la Maison de l'Habitant. C'est vraiment donc, un guichet unique d'information sur toutes les thématiques logement sur le territoire de Nantes Métropole. La Maison de l'Habitant est située à Nantes Centre-Ville, entre les places Vierme et les places Bretagne. L'objectif de ce lieu, c'est vraiment que vous soyez un locataire, un copropriétaire, un propriétaire, bailleur ou occupant, que vous puissiez trouver réponse sur vos questions logement. Un projet d'achat, de location, une volonté de faire une demande pour rejoindre le parc locatif social. Vous avez plusieurs acteurs à la Maison de l'Habitant, et notamment l'ADIL, Agence départementale d'information logement, qui vous renseigne via notamment son service juridique. Voilà, des rapports locatifs, de la copropriété, de l'urbanisme, de la prévention des expulsions. Voilà, ce sont toutes les thématiques diverses et variées sur lesquelles vous pouvez trouver réponse à vos questions. Il y a aussi l'espace info-énergie,
Là, c'est plutôt pour des projets de rénovation et amélioration de l'habitat. L'espace Info Énergie vous conseille sur le volet technique, mais aussi sur le volet des aides financières. Et enfin, il y a le volet information, donc notamment par le biais d'Elodie. Elle renseigne le public sur toutes les thématiques un peu phares du territoire métropolitain, l'habitat participatif, l'accession abordable, dont on va également parler ce soir, le logement jeune, le logement senior. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions sur ces thématiques-là. Et sur cette mission d'information, nous organisons aussi un programme d'événements dans le cadre duquel s'inscrivent ces mensuels, où vous avez différentes thématiques, logements, qui sont traitées via des ateliers, des forums, des rencontres. On s'excuse, il y a une petite manifestation juste dehors au pied de la maison de l'habitant, donc on espère que ça ne perturbe pas trop le message. Voilà, on a remis nos coordonnées. Vous pouvez suivre aussi les actus Maison de l'Habitant sur Facebook et sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Je ne vais pas m'attarder plus pour le moment. On pourra y revenir un peu plus tard si vous avez des questions. Donc, dans l'immédiat, je vais laisser la parole d'abord à Marie de Manès, chargée de mission Nantes Métropole, qui va vous dire quelques mots sur l'initiative métropolitaine. Marie, la parole est à toi. Merci Audrey. Bonsoir à tous. Donc l'initiative métropolitaine, elle a été souhaitée par Nantes Métropole pour favoriser l'habitat participatif sur la métropole. C'est un des objectifs qui est dans le cadre du document de programmation de la politique de logement de l'agglomération, qui s'appelle donc le programme local de l'habitat. Et un de ces axes, c'est donc de renforcer ce type de projet. Pour cela, l'agglomération, la métropole a donc développé ces projets en réservant 20 fonciers identifiés. Elle a démarré en 2016 et aujourd'hui, on a ces 20 projets qui se développent. Le bosquet de Neruda s'inscrit dans le cadre de cette initiative et dans le cadre de ces projets. Et donc, il y en a d'autres tout au long de... je ne sais pas si on avait mis la carte juste après ou pas. Voilà. Donc, sur l'ensemble de l'agglomération, vous voyez donc ces différents projets. Il y a un livret qui est en cours d'actualisation et qui les présente un par un, mais on aura, je pense, l'édition pour ce janvier 2021 que tout le monde attend avec impatience un peu. Et donc, voilà, vous aurez une présentation plus actualisée, mais pour autant, je reprendrai la parole en fin de présentation pour vous donner des actualités sur les places disponibles sur ces projets. Mais je vais laisser la place à MFLA GHT, je pense. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie. On va laisser la parole maintenant à Mickaël Ardouin, donc directeur de la coopérative, qui va pouvoir vous présenter un petit peu et la coopérative et plus spécifiquement le projet du bosquet de Neruda. Mickaël, on vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci de nous permettre de présenter notre projet, de nous avoir invités ce soir. On aurait aimé le faire dans d'autres circonstances. Malheureusement, c'est ainsi et c'est bien de pouvoir le faire avec les outils du numérique. Je vais vous dire un petit mot sur la coopérative qu'on appelle la Maison familiale de Loire-Atlantique, mais qui est aussi connue sous la dénomination GHT. Filiale du bailleur social Atlantique Habitation, dont le siège est à Saint-Herblain. Nous sommes un acteur départemental. Créé en 2011, donc c'est une société qui a déjà une vieille histoire. Elle est spécialisée dans la production de logements en accession à la propriété pour des familles, mais aussi pour des personnes seules, bien évidemment, sous conditions de ressources. La particularité de notre statut de société coopérative HLM nous permet de ne pas verser de dividendes à nos sociétaires, actionnaires, et on bénéficie d'avantages fiscaux qui nous permettent de limiter les coûts des opérations et ainsi proposer des logements à des prix abordables. L'activité de la coopérative est assez importante sur le territoire puisqu'on commercialise environ 150 logements par an. Et l'habitat participatif constitue une offre qui reste marginale dans notre production, mais qui se développe ces dernières années parce qu'on a envie de le faire. On y voit un intérêt évidemment pour les habitants qui participent à ces démarches. Nous nous sommes intéressés à ces démarches, nous, depuis le début des années 2010, dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, le fait coopératif,
qui était de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Donc, rien de mieux que de concevoir avec eux la résidence et le logement qu'ils attendent. Alors, notre démarche, la démarche qu'on propose n'est pas unique, hein, elle complète un panel d'autres démarches d'habitat participatif, hein. On retrouve l'autopromotion, les coopératives d'habitants. Nous, c'est une troisième voie où, en fait, on porte la maîtrise d'ouvrage des opérations et donc les investissements financiers et on travaille avec des groupes d'habitants. Alors, l'habitat participatif, pour nous, est décrit dans un petit film. Donc, je vous propose de lancer la petite vidéo pour vous dire ce que c'est, en tout cas, ce que c'est pour nous. L'habitat participatif, qu'est-ce que c'est? L'habitat participatif, c'est se réapproprier collectivement la conception et la gestion de son logement. C'est contribuer à la création de son habitat pour qu'il réponde à ses besoins et créer une vie collective entre voisins. Comment ça marche? L'habitat participatif, c'est avant tout un état d'esprit. Solidarité, entraide, lien entre les générations. Les habitants décident ensemble des grands principes de vie. C'est également un processus qui nécessite d'être accompagné pour concilier l'équilibre des intérêts dans toutes les étapes du projet. Les habitants imaginent des espaces mutualisés et des usages collectifs. Une salle de bricolage, la mise en commun d'un barbecue, un repas collectif une fois par mois. Le projet se définit autour des besoins et des envies qui émergent du groupe. Les habitants s'appuient aussi sur l'expertise de l'équipe projet pour contribuer à la conception de leur logement. Lorsque les logements sont construits, les habitants continuent à fonctionner comme ils en ont convenu. Entretien des parties communes, réparation ou encore achat groupé, tout peut être décidé ensemble. En résumé, l'habitat participatif, c'est bien vivre ensemble tout en préservant son intimité. Voilà, sur un format très court, ce qu'on entend, nous, par habitat participatif. Au-delà de ça, nous, l'enjeu principal, c'est évidemment mettre l'habitant au cœur de la production et de la gestion de son lieu de vie. Donc, on peut peut-être passer à la slide suivante, voilà, qui présente un peu notre vision des choses, en fait, en tout cas l'attitude qu'on doit avoir, nous, en tant que promoteur immobilier. On est peut-être un promoteur un peu particulier où on a dû adapter nos façons de faire dans ce cadre de démarche pour faire avec, et pas seulement pour faire pour, mais avec les habitants. Donc, ça nécessite évidemment de la transparence, de la confiance, de l'écoute. Nous avons besoin aussi de travailler dans ce qu'on appelle une conception intégrée, et pour cela, on se fait aider par des assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont là pour justement faire émerger cette intelligence collective avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Les parties prenantes sont bien évidemment les habitants qui vont vivre dans le lieu qu'on est en train de créer. Et puis, c'est aussi des architectes, des géomètres, des bureaux d'études, des urbanistes, la collectivité également. Et donc, tout ça doit se faire, parce que le participatif a quelque part un peu ses limites, doit se faire dans un cadre qui doit être clairement défini au départ, avec des objectifs qui doivent être clairs et partagés. Le rôle des intervenants dans les démarches que c'est un type de démarche participative qui est celle qu'on propose, qui est liée à notre statut d'organisme HLM, où la coopérative MFLA est le maître d'ouvrage de l'opération, donc elle pilote la démarche. Elle peut aussi recruter les habitants. On a eu des cas de figure où les groupes étaient constitués avant qu'on lance le projet, et d'autres où les groupes n'étaient pas constitués, et donc on a créé en quelque sorte ces groupes, et les personnes qui participent ne se connaissaient pas avant et ont appris à se connaître ou apprennent à se connaître dans le cadre des démarches. On a évidemment des assistants à maîtrise d'ouvrage et des équipes de maîtrise d'œuvre pour concevoir ensemble le projet.
Et dans ce projet, on parle évidemment de son logement, de son habitat, mais pas uniquement. C'est vraiment un projet où on construit la vie de la résidence et donc on peut réfléchir sur les espaces communs, sur leurs usages, sur leur fonctionnement, leur gestion. Et on construit ensemble un projet de vie quelque part. C'est plus qu'un projet immobilier, c'est une vraie aventure humaine. Et c'est ça qu'on aime faire, en fait. C'est pour ça qu'on apprécie ce type de démarche. C'est de participer à cette aventure humaine. Le mieux, c'est d'avoir quelques témoignages. Et pour cela, on a un petit film d'une opération qu'on a livrée cette année, un projet assez important sur Nantes, sur l'île de Nantes précisément, sur le boulevard de la Prairie-au-Duc, qui s'appelle Zélige. Et il y a maintenant quelques années de ça, on avait eu un témoignage qui avait été filmé. Donc, je vous propose de le diffuser. Comment réussir à faire un habitat urbain en ville collectif où chacun puisse se sentir et chez soi et en même temps en ayant pleinement intégré le fait qu'on était ensemble. Maintenant que tout le monde s'est retrouvé un peu chacun chez soi, de finalement retourner vers les autres et de se dire c'est vrai que c'est bien aussi quand on peut partager des choses. Il y a quand même une envie de construire autrement la vie et l'échange à l'autre. Déjà, je pense que l'idée au départ, c'est de se dire que c'est possible. Toi, tu arrives avec ton envie individuelle pour ton appart, tu arrives avec ton envie collective pour les espaces communs, mais tout ça, il faut que ça s'imbrique bien, quoi. Donc, c'était vraiment passionnant de voir comment ils essayaient vraiment de satisfaire tout le monde, mais à un moment donné, c'est pas possible. Donc, il y a des concessions qui sont nécessaires, etc. Ça, c'était vraiment d'être dans la boutique architecturale, c'était vraiment super intéressant. On est arrivé un peu dans pas la dernière vague, mais dans les derniers. Et donc du coup, il y avait aussi un écart entre ceux qui étaient là depuis longtemps, ils savaient un peu ce qu'ils attendaient du projet. Nous, on débarquait, donc on apportait des idées nouvelles et voilà. Donc du coup, il fallait un peu que tout le monde s'harmonise et du coup, ça a fait un groupe à plus soudé, quoi. Il faut avoir envie et il faut faire confiance. Ouais. C'est pas des projets qui peuvent se faire sur la motivation ou l'envie d'une seule personne. Et je dirais que ma fierté, c'est d'avoir été un des acteurs du projet. Pour la première fois de ta vie, tu vois comment ça se passe pour de vrai. Et c'est vachement intéressant de toucher à la construction de la ville. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas une réponse unique à la manière d'élaborer le projet. Il faut être confiant sur le fait qu'il y a une solution qui va être possible. Elle n'est pas déjà écrite dans un bouquin ou elle n'est pas déjà répertoriée quelque part. Voilà un témoignage lors d'une phase de conception. Cette opération Zélige, elle est assez particulière parce que elle se situe sur l'île de Nantes. Elle est importante puisqu'au total, c'est une opération de 100 logements. Il y a 60 logements en accession à la propriété et 40 logements locatifs. Et parmi les 60 logements en accession à la propriété, il y a 15 familles qui ont participé à la conception et à la réalisation du projet sous la forme de l'habitat participatif. C'est une opération qui a été engagée en 2014, je crois, et qui a été livrée en 2020. Donc, on voit bien que le processus est long entre la conception, la jeunesse du projet et sa réalisation et donc sa livraison. Ils ont emménagé en fait cet été, les premiers habitants. Et la singularité aussi dans ce projet, c'est que un premier groupe d'habitants était constitué avant même qu'on lance les études. Il s'agissait d'une association qui s'appelle Les Ruches et qui a un peu éprouvé les choses. Nous, c'était notre première réalisation. Ça a été ambitieux sur un programme de 100 logements, mais ça a très bien fonctionné. On a un groupe qui est très, très solide et qui a su à la fois trouver sa place entre un groupe de 15 familles et en même temps le fait de pouvoir intégrer au fur et à mesure des nouveaux habitants, puisque aujourd'hui, il y a 100 logements, donc 100 familles qui vivent dans cette résidence dans laquelle on retrouve un certain nombre d'espaces communs, un certain nombre de règles de vie communes qui ont été instaurées, de valeurs qui sont partagées.
Et donc, c'est une vraie réussite pour nous, en tout cas une vraie bonne expérience. Le second projet qui est en cours de chantier, c'est l'opération qu'on appelle les Champs Libres, qui est qui est dans le quartier Nantes-Sud, près de Saint-Jacques. C'est un projet plus modeste, mais qui est, on va dire, 100% participatif. Il s'agit de 20 logements. On a 13 logements en accession sociale, 6 logements locatifs sociaux et une maison qui est libre et qui était existante et qui sera rénovée et vendue en accession libre. Les travaux sont en cours, elle sera livrée en 2021. Ce qui caractérise ce projet, c'est qu'il y avait une vraie ambition, à la fois un objectif donné par Nantes Métropole et la ville de Nantes, puisqu'il s'agissait d'un foncier ville de Nantes, d'être vertueux sur le volet environnemental. Donc, on a beaucoup travaillé la question de l'intégration des matériaux biosourcés dans cette opération. Et puis, les habitants ont souhaité intervenir, avoir une conception très partagée sur le volet paysager. Là, par exemple, en termes de construction, on utilise l'ossature bois et l'isolation en paille, par exemple. Et tout ça dans un cadre économique qu'il a fallu maintenir pour conserver l'attractivité des prix de vente des logements. Alors voilà deux exemples. La troisième opération que nous avons lancée, c'est celle à Saint-Herblain, donc le bosquet de Neruda, qui est situé en fait sur un des îlots de la ZAC de la Baule, qui est le ZAC de la Baule se situe le long du boulevard récemment nommé Charles Gauthier, donc qui est sorti de Nantes vers Atlantis, en face du carrefour, pour ceux qui connaissent, aux franges des quartiers de la Crémétrie et de Preux. Au total, c'est un projet de 84 logements collectifs, un projet que nous partageons avec un promoteur immobilier qui est ICAD Promotion. ICAD Promotion réalise 63 logements dans l'opération. La coopérative MFLA réalise 21 logements, dont 9 à 10 logements sous le régime du PSLA. Alors, ces PSLA, ça ne va peut-être pas vous dire grand-chose, mais on va revenir sur le sujet un peu plus tard. On a envisagé dans ce programme que 9 à 10 logements pouvaient rentrer dans le cadre d'une démarche d'habitat participatif. Donc un projet là aussi assez important, très urbain, dans lequel on retrouve en plus au pied d'immeubles des commerces et des services. On peut peut-être passer les slides suivantes pour préciser la situation de l'opération. Donc à Saint-Herblain, boulevard Charles Gauthier, on est un peu au centre. On n'est pas très loin de la polyclinique et en face des nouveaux bâtiments de la polyclinique. Alors moi, je ne vois pas tout sur mon écran, mais on voit bien là la petite maquette de l'opération, et le projet d'habitat participatif se situe un peu à l'arrière, dans un petit bosquet. Donc je vous propose peut-être de passer à la slide suivante aussi. Voilà, le projet en fait se décompose en 5 bâtiments de A à E. Et le bâtiment qui, en tout cas l'espace plutôt dédié à la réflexion participative, est le bâtiment E de cet ensemble immobilier. On peut aussi poursuivre, puisqu'il y a quelques images ou intentions sur le programme. Aujourd'hui, on a un certain nombre de logements qui sont déjà réservés, puisque c'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant quasiment un an. Alors, la démarche est engagée en plus dans une période de Covid, donc ça n'a pas facilité les choses. Le projet a donc pris un peu de retard. Et dans cette opération, il nous reste encore de la place disponible pour accueillir des futurs habitants. Et qui de mieux pour en parler que les habitants ou futurs habitants qui travaillent déjà dessus. Donc, peut-être avant de parler de la procédure PSLA, je peux peut-être laisser Daniel, Jean-Yves et puis Benoît, s'il nous a rejoint, témoigner et parler de ce projet, qui vivent l'aventure, eux, depuis quelques temps maintenant.
Oui, j'ai vu que Benoît avait pu se connecter en début de webconférence. Donc, vous avez juste à pouvoir réactiver vos caméras et puis vos micros pour que l'on puisse vous entendre. Je crois que vous aviez prévu de témoigner notamment sur la raison d'être, sur votre vécu dans le projet et puis aussi vos espoirs pour la suite. Donc, je pense que les participants ont hâte de vous entendre sur ces sujets-là. Et Jean-Yves qui est censé… Oui, bonsoir. Alors moi c'est Jean-Yves. En ce qui me concerne, j'ai intégré le groupe en cours de route après le confinement, en juillet dernier. Cette période de confinement, elle m'a justement permis de m'intéresser et découvrir l'habitat participatif. Et quand j'ai rejoint le groupe, j'ai très vite adhéré à ces valeurs qui étaient vraiment semblables à celles que j'avais imaginées moi-même. C'est ce qui m'amène donc à vous parler de notre raison d'être. Alors, la raison d'être, elle se résume essentiellement par une charte qui représente en quelque sorte un règlement intérieur et engage chacun par sa signature. Elle se décline en 4 grandes lignes directrices. Se retrouver tous acteurs d'un projet en commun, la construction d'un collectif en habitat participatif, sobre en énergie au milieu d'un environnement respectueux de la nature pour vivre heureux et libre, avec comme ligne de conduite un esprit de solidarité, d'entraide, de partage, de bienveillance, en gardant l'aspect intergénérationnel de manière à tendre vers un équilibre des relations entre vie de famille et voisinage aussi harmonieux que possible. C'est mutualiser des espaces et des équipements, salle des réunions avec petite cuisine et WC, petit local, vélo, jardin partagé, poulailler, machine à laver, sèche-linge. C'est établir un cadre de confiance, non-jugement, écoute active, être constructif et force de proposition. Et enfin, c'est faire évoluer une gouvernance, l'objectif principal étant de toujours trouver un accord en prenant compte l'avis de tous. Voilà. Je vais laisser la parole à Daniel qui va vous parler de notre vécu. Merci Jean-Yves. Si jamais vous avez des questions à poser à Jean-Yves, Daniel et Benoît, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On va laisser Daniel nous indiquer témoigner de ton expérience et puis on pourra prendre vos questions juste après. Daniel, on vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Avec Daniel, ma femme, nous avons passé le stade de l'inscription auprès de Julien de GHT. En janvier 2020, nous avons rejoint le groupe comprenant aussi Benoît, François et Claude, plus un autre couple pour une première réunion où nous avons fait connaissance. Les assistants au maître d'ouvrage, Laure et Maël, nous ont expliqué le déroulement des opérations et par des jeux et des présentations, nous ont amenés à nous lancer dans des choix et des actions communes. Jean-Baptiste de GHT nous a demandé de définir notre projet d'appartement, surface et coûts inclus, en précisant les limites de l'opération. Puis Julien a validé nos choix. De réunion en réunion, y compris à domicile, plus la visite du site futur boulevard Charles Gauthier, nous avons découvert la globalité du projet ILO 7, y compris les particularités de notre petit bâtiment à l'arrière. Nous avons rencontré pour cela les architectes Édouard et Anne, des techniciens et le paysagiste, lesquels nous ont éclairés et nous ont apporté des solutions adaptées. Les annexes communes déjà décrites ont été définies, intérêts et limites comprises, et ont fait l'objet d'un accord. Jean-Yves nous a heureusement rejoints, nous ramenant à 4 unités. Hélas, le premier confinement, puis le second, nous a amenés à fonctionner en réunion virtuelle. Nous avançons néanmoins, puisque cela va être concrétisé bientôt par la demande du permis de construire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et je passerai la parole à Benoît. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, un petit point sur nous, nos espoirs quant à ce projet d'habitat participatif. Donc, notre projet est maintenant en route avec le dépôt du permis de construire dans les jours qui viennent. C'est une étape importante pour nous parce que c'est la concrétisation du projet.
Mais la réalité sanitaire, économique nous force à réinterroger notre manière d'avancer ensemble. Ça fait 1 an que nous, futurs habitants, sommes en contact. Nous avons appris à nous connaître, à axer notre travail sur des éléments qui nous tiennent à cœur. Donc, ça a été détaillé avant par mes deux camarades. Aussi, nos espoirs se portent maintenant sur l'arrivée de nouveaux habitants et sur l'énergie que les personnes vont apporter. Il est primordial pour nous que les nouvelles familles, les nouveaux foyers soient partie prenante du projet et puissent adhérer à notre charte et à nos valeurs. L'espoir est aussi à moyen et long terme. Nous avons envie de bâtir et de faire vivre une autre manière de vivre ensemble, basée sur la coopération, l'entraide et le bien-être global, à la fois pour chacun dans le respect de ce qu'il est, et aussi pour le collectif, en créant, pourquoi pas, une association pour innover dans un nouveau modèle de cité. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être pour vous éclairer sur le calendrier de l'opération, parce que comme tout gros projet, il faut du temps et la période, évidemment, nous permet pas d'accélérer les choses. Le permis de construire est prévu d'être déposé plutôt en début d'année. Il y a un atelier sur le sujet qui est prévu, je crois, le 7 décembre, hein, si on avait toutefois des personnes qui souhaitaient intégrer, voilà, il y aurait probablement de la place pour cet atelier. Ensuite, il y aura tout un processus il faut obtenir le permis de construire, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a des périodes de recours de tiers réglementaires. Et puis, pendant ce temps-là, nous, on prépare aussi la consultation des entreprises, parce qu'il faudra bien des entreprises pour construire les bâtiments. Et c'est un chantier qui va être assez long, parce que les parkings sont en sous-sol, il y a 84 logements à construire. Et donc, on imagine un ordre de service fin d'année 2021, enfin démarrage des travaux fin d'année 2021, début 2022, et une livraison à peu près 2 ans après. Donc, on est sur un projet à 2024 en termes de livraison. Donc, il faut du temps. C'est important de prendre conscience du temps nécessaire à la réalisation de ces projets. Mais ce temps, il est mis à profit aussi pour travailler ensemble, pour travailler sur la vie de la collectivité. Alors, il est évident que si des personnes aujourd'hui souhaitaient intégrer le groupe, les marges de manœuvre sont plus que réduites sur on va dire la composition architecturale, en tout cas l'enveloppe des bâtiments, puisqu'il y aura un permis de construire, de déposer. Par contre, on peut encore travailler à l'intérieur des bâtiments. On peut évidemment adapter les choses, y compris adapter les typologies pour répondre à des besoins de tout type de famille, hein, que ce soit des grandes ou des petits ménages. Et puis, il y aura tout un travail aussi sur le règlement de copropriété, sur le règlement intérieur de la résidence et sur la manière dont la résidence peut vivre. Et donc, ça, c'est un gros travail de préparation à la gestion avant de prendre des clés de son logement et puis de déménager ou d'emménager directement. Mickaël, je me permets juste, il y a une question intéressante sur le chat de Sébastien qui demande si le fait que le projet soit intégré à un projet d'ensemble avec ICAD, si le permis de construire sera global ou s'il y aura un permis dédié au logement en habitat participatif. Alors, on est bien sur un permis global. C'est toute la difficulté de ce type d'opération. Là, on est sur une opération qu'on appelle un macro-lot. Donc, c'est un îlot, une assiette un tenant foncier unique pour une opération qui a une mixité programmatique. Et nous sommes contraints de déposer un seul permis de construire pour l'ensemble. Et comme les bâtiments sont relativement imbriqués les uns aux autres, et notamment par l'infrastructure, puisqu'on est sur un sous-sol, en plus un sous-sol qui demande techniquement quand même quelques prouesses, parce qu'on est sur le sillon de Bretagne. Et donc, tout ça nécessite en fait une réalisation commune. Donc, on travaille de manière très étroite avec le promoteur dans la conception de ce projet et on est lié au calendrier des uns et des autres sur ce projet-là.
Merci pour les éléments Et de la réponse. copropriété, là aussi, sera unique. C'est-à-dire que les 10 habitants, en réfléchissant avec nous, interagissent aussi sur la vie future des autres habitants dans le fonctionnement de la copropriété. Merci pour ces éléments. Voilà ce qu'on peut dire, nous, sur le projet. Je peux peut-être parler de la procédure de location-accession parce Oui, que tout à fait. J'allais rebondir là-dessus justement pour que les dans- personnes aient un peu conscience aussi de ce volet-là. Voilà. Dans ce projet, donc, la coopérative réalise 22 logements et parmi les 21 logements, pardon, parmi ces 21 logements, 10 logements sont en ce qu'on appelle en accession sociale et donc profitent d'un dispositif qu'on appelle la location-accession, qui, comme son nom l'indique, prévoit une phase locative et une phase d'accession à la propriété. La phase locative, elle est nécessairement de 6 mois minimum et elle peut être de 2 ans maximum. Et dans cette période, donc entre les 6 mois et les 2 ans, les personnes qui ont participé au projet et qui souhaitent acquérir un logement ont la liberté de lever l'option d'achat. C'est un dispositif qui est réglementé, qui présente un certain nombre d'avantages, et notamment un avantage certain sur la TVA, puisque nous ne sommes pas en TVA à 20% comme le droit commun, mais à une TVA réduite à 5,5%. Ce qui fait que, évidemment, quand on vend le logement, on le vend avec cet écart de TVA, donc ça a un impact évidemment très fort entre le prix du libre et le prix de ce projet d'accession sociale. L'exonération de la taxe foncière pour les bénéficiaires pendant 15 ans. Donc ça, c'est aussi une donnée importante pour les personnes qui achètent. La coopérative, en fait, porte le projet financièrement jusqu'à la levée d'options. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement de fonds financiers par les acquéreurs, pas de paiement avant la livraison, hormis quelques frais de notaire au moment de la signature du contrat de location-accession, mais ce sont des frais réduits, donc ça n'engage pas à grand-chose. Et on prend le principe, dans le cas de l'habitat participatif, si une famille a un parcours de vie qui fait qu'elle ne peut plus s'engager dans le projet, elle peut se retirer à tout moment de ce projet sans que ça l'engage trop financièrement. C'est aussi tout l'avantage de ce qu'on propose dans notre démarche. Et puis en plus, c'est un parcours qui est sécurisé puisque nous, on propose pendant 15 ans une sécurisation de l'accédant. C'est-à-dire que si la famille rencontre une difficulté, que ce soit une perte d'emploi, une difficulté liée à un décès par exemple, voilà, une embûche dans son parcours de vie, on s'engage, nous, à racheter le logement dans les conditions qui sont indiquées dès la signature du contrat de location-accession. Et on s'engage aussi à faire des propositions de relogement dans le parc locatif, notamment d'Atlantique Habitation, qui est très présent sur Saint-Herblain pour que la famille ne perde pas ses repères si elle a besoin d'être relogée, si elle ne peut pas poursuivre son parcours d'accession. On a quand même quelques contraintes, on va dire, qui sont des prix de vente plafonnés. Alors, ce n'est pas tant une contrainte pour l'acquéreur que pour le promoteur, et ça nous permet, nous, de garantir des prix de vente qui sont abordables. Mais les bénéficiaires, en fait, de ce dispositif doivent avoir des ressources qui doivent être inférieures au plafond que vous avez dans le tableau. Donc, vous avez le nombre de personnes dans la famille dans la première colonne, le revenu fiscal de référence, celui que vous avez dans votre fiche d'impôt annuel, et puis on a fait un calcul approximatif de ce que ça représente en net mensuel. Donc une personne seule qui a un revenu inférieur à 2 270 € doit pouvoir prétendre à ce type de logement en location-accession. Un couple avec un enfant, donc 3 personnes, on est à 3 500 € de revenus cumulés par mois. Voilà, et puis s'il y a des questions sur cette procédure-là, j'y répondrai évidemment volontiers. Élodie a partagé dans le chat la plaquette
Maison de l'habitant sur justement l'accession abordable. N'hésitez pas à la télécharger, vous pourrez comme ça y retrouver justement les plafonds de ressources. Nous sommes arrivés au bout de notre présentation parce que j'ai déjà évoqué le Oui. calendrier. fait. Et puis, en dernier lieu, il y avait une petite photo des habitants et notamment certains habitants qui se sont exprimés ce soir. Il y a Nelly qui demande si ce sont les revenus 2018 ou 2019. Alors, on prend réglementairement les revenus N-2, donc décalé de 2 ans, sauf qu'il y a un dispositif particulier sur Nantes Métropole où on s'impose en fait les revenus N-1. Et de toute manière, à partir de l'année prochaine, puisque bien souvent ce type de dispositif permet aussi de bénéficier de d'autres types de financement comme le prêt à taux zéro. Et les dispositions du prêt à taux zéro vont évoluer à partir de l'année prochaine, d'après ce qu'on a pu comprendre et qui vont être déclinées dans la loi de finances qui va être décidée là en toute fin d'année. Et donc, il vaut mieux compter sur ces revenus N-1 aujourd'hui, donc les revenus de l'année précédente. Et c'est les revenus qui précèdent la signature du contrat de réservation. Le contrat de réservation, on le signe au moment du démarrage du chantier. Donc, c'est-à-dire en 2021 pour cette opération et plutôt en fin d'année. Oui, tout à fait. Et en effet, il y a une spécificité sur Nantes Métropole où on prend bien en compte les revenus N-2 et N-1. Voilà. Une question complémentaire de Sarah qui demande si on sait quelle est la moyenne d'âge d'une structure habitat participatif. Je pense que Sarah sous-entend d'un projet habitat participatif. Ça va être compliqué d'établir une moyenne. Mais... J'ai pas fait le calcul. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une mixité générationnelle avec des personnes qui sont soit proches de la retraite ou déjà en retraite, et puis des ménages plus jeunes. Sur l'opération Zélige ou les champs libres, c'est très, très varié. Et nous, c'est notre souhait vraiment d'avoir cette mixité générationnelle. On voit bien aussi que pour s'engager dans ce type de projet, il faut aussi avoir peut-être une certaine maturité et qu'on peut penser, mais peut-être que la maison de l'habitant, vous avez un profil type, mais on peut penser effectivement que ça peut intéresser peut-être principalement des personnes qui ont plus de 40 ans ou plus de 50 ans dans ce type de projet, mais on a vraiment tout type de ménages, des familles monoparentales, des familles avec enfants, des couples de retraités, des personnes seules. Enfin, voilà, on a tout type de composition familiale. Et c'est toute la richesse des projets, quoi, en fait. C'est compliqué, hein, en effet. Pour le coup, sur l'habitat participatif, il n'y a pas de profil type. Même sur les personnes qui nous sollicitent à la maison de l'habitant pour avoir de l'actu sur les projets, etc. On a des personnes seules, on a des familles, on a des personnes de tous âges. Et c'est pour ça aussi qu'on disait en tout début que les rencontres mensuelles participent vraiment à ce processus d'acculturation de ce qu'est l'habitat participatif, parce qu'il n'y a pas un seul schéma, il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas un seul type de profil de personne. Donc, malheureusement, le format visio là nous permet pas d'être trop dans de l'interaction du temps un peu off, mais en général, quand on fait une rencontre mensuelle, on finit toujours par un petit pot convivial. Et c'est l'idée aussi de ces rencontres mensuelles, justement, de pouvoir créer du lien avec des personnes qui n'ont pas forcément le même profil que le sien. C'est ce qui est intéressant dans la richesse de l'habitat participatif. Il y a quelques autres questions qu'on va pouvoir prendre, parce qu'on a un petit peu de temps, puis après on finira par le focus de Marie sur les actualités. Donc, une personne demande quel est le prix au mètre carré pour le bosquet de Neruda. Alors, je vais être prudent sur la réponse que j'apporte. Ce n'est pas pour cacher les choses, c'est simplement que ça dépend évidemment des revenus des ménages, puisque si vous êtes éligible au PSLA, vous bénéficiez des conditions du PSLA. Et là, on est plutôt aux alentours de 2 700 € TTC du mètre carré. Si vous êtes en dehors de ce… Et ce serait possible hein, d'avoir des personnes qui ne sont pas en PSLA, puisque nous, on a 22 logements dans le programme
et dont la moitié, 21 logements décidément, 21 logements dans le programme et dont la moitié est en PSLA. C'est-à-dire que l'autre moitié peut être ouverte à des personnes qui sont sur des niveaux de revenus plus forts. Et là, évidemment, le jeu de la TVA fait qu'on n'est plus du tout sur les mêmes bases de prix. Après, on regarde aussi en fonction des capacités d'investissement des ménages et on vérifie la compatibilité avec le projet. Et évidemment, ça dépend des surfaces attendues, ça dépend de beaucoup de choses. Mais on reste de toute manière bien inférieur au prix du marché libre. On a en fait le PSLA qui est une strate très abordable. Nous, on va proposer une forme d'accession un peu intermédiaire. Et puis, il y a l'accession libre, alors qui est plutôt portée là, par ICAD Promotion, qui fait à la fois un peu d'accession intermédiaire, mais du libre, où on voit bien que le marché métropolitain aujourd'hui doit avoisiner les 4 000 € du mètre carré. Hein. Donc, on voit bien l'effort que produit le dispositif PSLA pour atteindre des prix autour de 2007. On a reçu 2 questions supplémentaires. Oui, excusez-moi, je vous laisse finir. Non, je dis aussi, parce que je tenais à le souligner, que si on arrive à maintenir des prix aussi attractifs, c'est aussi parce que la métropole nous cède le foncier dans des conditions très avantageuses et qui ne sont pas au prix du marché aussi libre. Et donc, les prix sont aussi encadrés par notre métropole. Les prix de vente sont encadrés par notre métropole. On a 2 questions complémentaires. Donc, Claudia qui demande qui est l'architecte du projet. Et alors une question peut-être un peu plus spécifique qui parlera peut-être pas à tout le monde. Une question de Bruno qui demande quel est le coût de GHT pour la maîtrise d'ouvrage en pourcentage du prix de sortie. Sur le nom de l'architecte, ça a fait l'objet d'une consultation sous la forme de la commande publique. Et donc, c'est l'agence nantaise The Architect qui a été sélectionnée, qui travaille sur ce projet. Et les coûts de la maîtrise d'ouvrage dans une opération, c'est aux alentours de 6% du chiffre d'affaires global. C'est le coût de notre structure dans les bilans d'opération, sachant que dans ce type d'opération, nous, on n'a pas forcément on prétend pas avoir les compétences en interne et donc on fait appel aussi à des AMO extérieurs. Donc c'est Home Sweet Home qui intervient pour ce projet-là et donc évidemment ça a aussi des coûts pour l'opération. Et donc, tout ça s'englobe dans le coût de la maîtrise d'ouvrage. Nelly pose une question supplémentaire. Je ne sais plus si on l'a abordé dans la présentation du bâti. Elle demande combien il y aura d'étages, si des ascenseurs seront prévus et si les plans des appartements sont déjà établis définitivement. Alors, peut-être que je peux laisser Jean-Baptiste s'exprimer sur le projet, puisque c'est lui le responsable de programme. Je ne sais pas si tu es toujours connecté. Oui, je suis là. Voilà, donc c'est un R+2, mais je te laisse peut-être préciser. Oui, nous en avons 3 niveaux. On a un niveau rez-de-chaussée, un niveau R+1 et un niveau R+2. On n'a pas d'ascenseur sur ce projet-là. Et les plans d'appartement ne sont pas forcément figés. On peut encore bouger le cloisonnement. Et les seules choses qui sont aujourd'hui figées, c'est toute l'enveloppe extérieure et la position des gaines qui permettent de desservir les différents appartements. Voilà pour cette question. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, il y a Vori qui pose une question, mais peut-être que ça mérite si vous pouvez repréciser dans le chat, parce que la question, c'est vous parlez de 21 logements, vous avez dit aussi 9 en participatif. Qu'en est-il? Je pense que la question sous-entendue, qu'en est-il des autres logements de ce programme? Alors, en fait, vous avez vu la composition du projet, il y a plusieurs bâtiments, on s'est réparti les bâtiments avec ICAD. On a trouvé intéressant de positionner le projet d'habitat participatif sur un bâtiment qui est autonome, plutôt dans le cœur de l'îlot. Et dans ce bâtiment, en fait, on pourra produire que 9 ou 10 logements selon les typologies définitives. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti du principe qu'on allait limiter en fait à 9 ou 10 logements en habitat participatif. C'est déjà bien de trouver un groupe de 10 habitants. Si
si vraiment il y avait de nouvelles demandes, on pourrait regarder. Mais du coup, ce serait plus sur le même bâtiment et c'est probablement là encore plus d'invariables. Donc les 10 autres logements sont sur un autre bâtiment que celui que vous avez pu voir tout à l'heure dans une forme de petit croquis en perspective. On va indiquer vos coordonnées. Si des Oui, bien personnes qui sont sûr. connectées ce soir étaient intéressées Faut pas hésiter pour à nous voilà, rejoindre le contacter. projet, avoir peut-être poser des questions plus spécifiques, voire pourquoi pas rejoindre le groupe. Et puis vous parliez aussi d'un prochain atelier sur la date du 7 décembre, si j'ai bien retenu. Oui. N'hésitez pas à prendre note de ces coordonnées. Oui, vous pouvez nous contacter en direct ou par le biais de la maison de l'habitant. On est évidemment à votre écoute, malgré le fait qu'on puisse plus facilement accueillir du public, on trouve les moyens de le faire en visio, par exemple. Il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat. Donc, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Marie. En tout cas, Mickaël et Jean-Baptiste, merci beaucoup déjà pour tous ces éléments de présentation. Merci à vous de nous avoir accueillis surtout et de nous avoir permis de présenter ce beau projet. On n'hésitera pas à faire le relais si certains d'entre vous sont intéressés par ce projet et que vous nous contactez à la Maison de l'Habitant, on fera le lien avec MFLA. S'il y a d'autres questions qui arrivent, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et puis pour terminer, on va profiter de l'occasion quand même pour faire un petit focus sur des projets en lancement, des projets en cours et pour lesquels il reste encore des places. C'est Marie Demanès qui va reprendre la parole pour vous parler de ces projets-là. Bonsoir, du coup. Oui, donc il y a des projets effectivement qui sont lancés depuis un moment, mais pour une partie, il y avait des logements qui n'étaient pas forcément mis en commercialisation. Là, par exemple, c'est le cas de l'îlot Sémar, donc à Rezé. On n'est pas très loin donc de Pont-Rousseau, pour ceux si vous voyez. Donc, il y a le tram 2 et 3 de Pont-Rousseau qui arrive à ce niveau-là. C'est donc un projet intergénérationnel. On est donc sur une vingtaine de logements. Le collectif a déjà démarré depuis en fait un petit moment. Et donc, on en arrive en fait, c'est surtout un projet où il y a eu une réinterrogation, en fait, notamment sur des éléments de taxes d'aménagement. Et donc, ça a pris un peu de temps là pour que le permis en fait, de construire puisse être déposé. Mais donc, il devrait l'être prochainement. En tout cas, on fait tout pour qu'il puisse l'être. Et donc, voilà. Donc, il reste en fait des logements en accession libre. Uniquement sur ce projet. Il y a aussi des logements PSLA, mais qui sont commercialisés depuis longtemps, où le collectif est constitué depuis un petit bout de temps déjà, mais ils sont en recherche du coup effectivement de nouveaux ménages. Donc il y a un peu toutes les typologies. Après, on vous communiquera de toute façon le listing des contacts justement et des différents projets qui vous permettra de vous y retrouver en tout cas. Là, c'est donc une opération qui est portée par le CISN. Voilà. Bottière-Rivetterie, donc c'est un projet qui démarre tout juste. On est donc rue de la Rivetterie, c'est le tram Pinsec, et on est sur un dispositif là du coup BRS, bail réel solidaire. En fait, vous n'êtes pas propriétaire du foncier, mais des appartements qui sont prévus sur le collectif, d'une quinzaine de logements. Peut-être passer sur l'autre slide juste pour expliquer un peu. Et donc, on est normalement à peu près sur une cible. On est toujours sur les sous conditions de ressources PSLA, avec a priori, enfin, on est plutôt autour de 2500 € du coup du mètre carré. Et c'est un projet là qui est porté donc par COP-Logis en lien avec Courtoisie Urbaine. Peut-être la spécificité, c'est que c'est déjà en fait on vient de s'implanter sur une résidence en fait existante
Et ça vient en fait, fermer quasiment l'îlot en fait résidentiel, voilà, de ce bâtiment qui est porté donc par la Nantaise d'habitation. Élodie vient de partager, pour ceux qui se questionneraient sur le bail réel solidaire, Élodie vient de partager la plaquette de présentation. Et pour info, nous avions une webconférence sur justement la thématique du bail réel solidaire hier. Il y aura également un replay. Donc, si cette thématique vous questionne, on pourra vous envoyer aussi le lien du replay pour que vous puissiez un peu vous acculturer aussi à ce nouveau dispositif d'accession abordable. Et enfin, donc, champ de manœuvre, donc là, c'est un projet qui arrive, qui va démarrer en fait début 2021 avec du coup en accession abordable, libre et locative sociale. Et donc, on aura une ouverture en fait des ateliers pour l'accession libre et abordable à partir du coup de début 2021. Donc, et c'est un projet qui est suivi par les cohabitants. Donc, il sera accompagné par les cohabitants et la directrice du coup de développement d'Aiguillon Construction. Et la livraison prévisionnelle, voilà, on sera plutôt sur 2024, fin 2024 plutôt, voire 2025. Mais... Voilà. Et il y a 2 projets seniors qui sont en cours, dont une île qui est démarrée depuis un moment, mais dont la livraison n'arrivera qu'en 2023. Donc, si vous êtes intéressé sur ce type de projet orienté uniquement senior. Alors senior, en général, on dit c'est plutôt pour l'âge de personnes qui veulent se retrouver entre eux à la retraite. Mais en fait, vous pouvez avoir peut-être, vous êtes peut-être jeune retraité, peut-être 60 ans, vous avez peut-être un peu moins. Enfin voilà, sentez-vous libre en tout cas de venir, en tout cas sur ces projets, même si vous n'êtes pas vraiment senior. Et un deuxième, du coup, voilà, le premier qui est porté par CDC Habitat et le deuxième qui est porté donc par ICO et NMH, qui est aussi sur ce principe de coup d'habitat senior en accession abordable, libre, voilà, du locatif social. Mais locatif social, on est sur des conditions d'attribution classiques du logement social, c'est-à-dire qu'on fait bien attention, en tout cas, à ce que ce soit plutôt une mutation du parc social. Je finis pour la présentation. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter donc, à poser les questions donc, auprès de la DIL. L'adresse générique Nantes Métropole, habitat.participatif@nantemétropole.fr. Comme l'a indiqué Marie, on tient à jour une liste des projets sur lesquels il reste des places. On vous l'enverra également. Peut-être qu'Élodie, elle l'a déjà partagé sur le chat, et puis sinon vous pouvez le retrouver sur le site www.adil44.fr. Michael, si vous avez encore quelques minutes, il y a une question qui est intervenue entre les deux. Je pense que c'était bien sur le projet de Bosquet de Neruda. Une personne qui demande un petit peu quels sont les éléments environnementaux, vertueux pour la construction de ce projet. Si vous avez quelques éléments supplémentaires à indiquer, même si vous en avez déjà quand même parlé un petit peu. Sur ce sujet-là, en particulier, je pense que le travail reste encore à faire, puisqu'on n'a pas encore élaboré le cahier des charges. On est sur un îlot qui est très, très urbain. On profite sur ce quartier-là d'un réseau de chaleur urbain, donc pour la production de chauffage et d'eau chaude. Donc, on est aujourd'hui conforme à la RT 2012, mais c'est des réflexions qui restent encore à travailler sur le projet. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plus de questions dans le chat. Comme on le disait, si vous voulez recevoir les actualités aussi de la Maison de l'Habitant en lien avec la thématique habitat participatif, vous pouvez vous manifester auprès de nous, et puis on peut vous enregistrer dans notre liste de diffusion pour que chaque mois vous puissiez recevoir les actualités, les dates des prochaines rencontres habitat participatif. Normalement, celle de décembre sera de nouveau en ligne, mais on espère dès le mois de janvier pouvoir vous reproposer des temps de rencontres en présentiel avec de nouveaux formats, de nouvelles thématiques. Et puis une petite information complémentaire, parce que voilà, on a quand même parlé évidemment budget, on a parlé dispositif d'accession abordable. Vous pouvez aussi venir vous renseigner à la Maison de l'Habitant. Élodie peut vous renseigner sur l'accession abordable.
On a aussi tout le service juridique de la DIL qui peut vous recevoir aussi pour une étude financière. Voilà, selon là où vous en êtes dans votre projet, dans votre réflexion, si vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair sur le volet financier, vous pouvez solliciter auprès de nous un rendez-vous. Ça dure 1 heure, c'est bien évidemment gratuit. Et le conseiller juriste peut, en fonction de votre revenu fiscal et puis des éléments de votre situation personnelle, vous orienter pour votre projet d'achat. Voilà, c'était tout ce qu'on avait en partie à vous dire pour ce soir. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. La question sur où se trouve le projet champ de manœuvre, Marie vous y a répondu sur le chat et puis a envoyé un lien vers Nantes Aménagement pour que vous ayez plus d'informations sur le projet. Donc en tout cas, on vous remercie tous, participants, futurs habitants. Merci d'avoir pris le temps de témoigner auprès du public ce soir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le numéro de téléphone aussi là de la Maison de l'Habitant si vous avez d'autres questions. Et puis, on vous enverra quand même un petit mail récapitulatif demain, donc avec le lien vers le compte YouTube pour les replays. Et puis, toutes les ressources qu'a pu envoyer Élodie, on vous les renverra également directement dans un petit mail. On reste disponible, en tout cas. N'hésitez pas à nous recontacter. Maison d'Habitant reste ouverte pendant cette période de fin de confinement. N'hésitez pas à nous rendre visite. Et puis, on espère à très vite sur une rencontre mensuelle Habitat Participatif en ligne ou en présentiel. Merci beaucoup et à très bientôt.